Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette vidéo avec évidemment l'actualité chaude du début de semaine, c'est les élections municipales qui ont eu lieu dimanche dernier, donc le deuxième tour, avec plusieurs éléments notables, bien sûr l'abstention record, dont on va parler un petit peu plus tard aussi dans la vidéo, pas mal de grandes villes qui basculent du côté des écologistes, pas mal de villes moyennes aussi qui sont plutôt chez les Républicains. Bref, pas mal de petites choses comme ça. On va aller vite parce que je pense que tu as vu déjà ces informations. Donc on nous dit que plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. C'est vrai que là, dans le contexte de coronavirus, on a un taux d'abstention record, puisqu'il atteint les 59%, donc ce qui est quand même considérable. On nous dit même que jamais la participation aura été aussi faible pour des élections municipales en France. Évidemment, la crise du coronavirus est mise en avant pour expliquer ce chiffre, mais pas que. On a pu voir sur les différents plateaux télé des politiques ou des journalistes qui évoquaient aussi la crise démocratique qu'on connaît actuellement, et d'autres facteurs aussi, mais principalement on va dire que ça va être ces deux-là. Dans l'article, on nous parle aussi évidemment de la percée historique des écologistes qui prennent beaucoup de grandes villes, comme Lyon par exemple, comme Bordeaux, comme Strasbourg. Donc ça, c'est un vrai changement dans le paysage politique français. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette chaîne YouTube, c'est au niveau local. Donc on voit bien que localement, il y a peut-être des modèles de développement de villes qui vont être un peu différents. Et en plus, dans des villes assez conséquentes. Lyon, c'est la 3e plus grande ville de France. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Ensuite, il y a des considérations un peu plus politiciennes sur la République En Marche qui raterait donc ses premières municipales, les Républicains qui prennent des villes moyennes, les socialistes qui sauvent les meubles, qui gardent quand même un certain nombre de villes, comme Lille par exemple, même si ça a été très chaud. L'article n'en parle pas, mais il y a aussi Nantes, qui est une grande ville et qui reste sous une gouvernance socialiste. Et puis, bien sûr, le Rassemblement national qui prend sa première ville moyenne, donc Perpignan. Ensuite, on a quelques villes qui restent sous le giron de ministres actuels. Mais surtout, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que alors il y a des recours qui sont attendus, puisque les conditions étaient quand même assez particulières, avec ce temps long entre le premier et le deuxième tour, avec aussi ce taux d'abstention très fort, notamment dû à la peur du virus. Alors, il y a des personnes, des spécialistes du droit, comme le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, qui s'attend à voir bon nombre de recours en justice, notamment par les candidats bien sûr qui ont perdu de peu. On pense par exemple aux candidats écologistes de Lille par exemple qui pourraient avoir l'idée d'avoir un tel recours. Et puis bien sûr le dernier point de l'article c'est sur le scrutin qui est marqué par cette épidémie de Covid-19 et sur tout ce qui a été mis en place, les protections pour les assesseurs, pour aussi les électeurs. Bref, on en a déjà pas mal parlé la semaine dernière et les semaines d'avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà ce qu'on pouvait retenir rapidement des élections municipales 2020, en tout cas des résultats du second tour. Ensuite, le deuxième point chaud d'actualité pour le début de semaine, c'était la Convention pour le climat et le président de la République qui a fait son retour par rapport à cette convention. Pour rappel, on avait 150 personnes, 150 Français qui ont été tirés au sort pour faire des propositions en termes de climat. Et sur les 149 idées de cette convention citoyenne, le président en a exclu 3. La limitation à 110 km/h sur les autoroutes, la taxation des dividendes, et donc à 4% c'était, et la révision du préambule de la Constitution. Mais à part ça, les 146 autres idées évoquées par la Convention citoyenne sont retenues par le président, avec comme objectif global de diminuer d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors attention, quand on dit que le président retient ces 146 propositions, il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui va avoir un effet immédiat, puisque c'est plutôt relayé à d'éventuels projets de loi qui amèneront à une discussion au Parlement. Il y aura éventuellement un référendum sur ces sujets, notamment si justement le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur tous ces sujets, sur ces 146 sujets. Donc attention, on est encore loin d'avoir l'assurance que tous ces points vont bien être effectifs à un moment. Et donc on nous donne quelques exemples, comme les passoires thermiques qui ont été mis en avant par cette convention citoyenne.
Hein, il y a 4 sujets où le président dit OK sur le fond, mais attention, il y a des bémols. Donc il y a ces passoires énergétiques, il y a aussi sur l'interdiction des vols intérieurs, où bon, c'est sur le temps de trajet que le président met un petit bémol, hein, sur le remplacement d'un trajet en avion au sein de la France par un trajet en train. Les conditions pour appliquer cette règle bon, peuvent être un peu modifiées par rapport à ce que la Convention citoyenne propose. Sur l'écocide aussi, le président n'a pas fermé la porte, on nous dit, mais c'est pas forcément gagné non plus. Et puis bah, sur le CETA, évidemment, là c'est un point un peu plus chaud, puisqu'on a une convention citoyenne qui nous dit qu'il faut rouvrir les négociations de ce texte, hein, qu'il faut ne pas le ratifier. Et on a un président qui n'est pas tout à fait sur cette ligne, même s'il édulcore un petit peu le discours, en disant qu'il y a des garde-fous, qu'il n'y a aucun tabou par rapport à ce CETA, et qu'il est même prêt à l'abandonner si jamais les trajectoires ne sont pas conformes à l'accord de Paris. Donc bref, voilà dans les grandes lignes. En tout cas, c'est intéressant de voir que des citoyens peuvent faire un tel travail, hein, un grand travail comme ça sur des questions complexes, comme là le climat. Maintenant, on verra bien la récupération politique qui en est faite. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de réellement intéressant ou est-ce que c'est gadget? Bon, on verra bien. En tout cas, c'est intéressant aussi pour nous puisque ça peut avoir des répercussions sur le petit monde de la territoriale, puisque le climat, hein, ça ne concerne pas que l'État, c'est aussi les collectivités hein, qui peuvent prendre des mesures qui vont dans le sens d'un climat plus protégé. Donc on verra bien où ça nous mène. Ensuite, un article sur France TV Info à propos des municipales de 2020 hein, qu'on vient d'avoir. Et tu sais, on va revenir un peu sur le taux d'abstention qui était très élevé. Du coup, France TV Info nous propose, à travers cet article, 3 pistes pour lutter contre cette abstention aux élections. Donc on nous rappelle hein, le taux d'abstention très très fort lors de ces dernières élections, mais bon, qui sont un peu particulières. Donc les 3 pistes sont le fait de rendre le vote obligatoire. On a plusieurs personnalités politiques qui mettent ça en avant. Pour eux, ça renforcerait la légitimité démocratique. Ça forcerait finalement les citoyens à s'intéresser à la chose publique. On nous parle de la Belgique où l'abstention est faible depuis que ça a été mis en place, hein, que le vote obligatoire a été mis en place. Mais bon, c'est quand même sûrement la peur de l'amende qui fait que les gens participent, plus que l'intérêt politique en lui-même. De mon côté, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. C'est sûrement la meilleure solution en termes d'efficacité pure, mais en termes de redonner du lien entre les citoyens et les politiques, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Si l'offre politique reste un peu la même, que les règles du jeu politique restent les mêmes, mais qu'on pose juste par-dessus ce système une obligation de vote, effectivement les gens vont se déplacer, mais ce sera juste par peur d'avoir une amende plutôt que par conviction politique. Ensuite, le deuxième point, c'est l'autorisation du vote en ligne. Ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu et qui, d'ailleurs, moi, personnellement, est une piste qui m'intéresse. Ça existe hein, dans pas mal d'endroits, aux États-Unis notamment, dans certains États. On nous rappelle aussi qu'il y a des études qui sont faites, notamment chez les populations les plus jeunes, qui seraient très intéressées de voter de façon électronique, donc ce qui pourrait mécaniquement augmenter le taux de participation des plus jeunes. Mais par contre, on nous rappelle quand même qu'il y a des risques assez élevés de fraude. Donc ça semble être une piste assez compliquée pour l'instant. Et enfin, le dernier point, c'est d'attirer les jeunes électeurs. Parce qu'on nous rappelle hein, que les plus jeunes sont ceux qui votent le moins. Et à l'inverse, hein, les plus anciens sont ceux qui se mobilisent le plus, qui vont le plus voter. Et donc là, on est plus sur le fond. Hein, on se pose la question, comment intéresser les 22% de jeunes qui disent ne pas se sentir concernés par les élections. Donc on nous donne des idées, comme des outils numériques. On nous dit qu'il y a un outil qui avait été mis en place, un peu comme l'application de rencontre Tinder, pour savoir, avant les européennes de 2019, quelle liste pouvait matcher, entre guillemets, entre nos convictions et donc c'est cette liste. Bon, je trouve ça un peu flippant de confier à un algorithme un choix politique. Un choix politique, ça doit être réfléchi, ça demande un effort, effectivement. Si on commence à automatiser tout ça avec des algorithmes, moi je trouve que c'est une pente tout à fait dangereuse. Mais dans le paragraphe suivant, on a une idée que moi je trouve quand même plus intéressante, c'est le fait de, pour parler aux jeunes, on nous dit rien de tel que les jeunes. En gros, c'est l'idée d'avoir plus de jeunes en politique, d'avoir un renouvellement dans les partis, qu'on ait comme ça à terme des élus nationaux et locaux
un peu plus jeune. Alors c'est pas pour faire du jeunisme, hein, c'est juste qu'aujourd'hui il y a quand même un déséquilibre en termes d'âge, puisqu'on nous rappelle qu'aujourd'hui on a seuls 2% des maires qui ont moins de 40 ans. Donc c'est quand même, là on est sur un extrême qui fait que c'est pas très représentatif tout ça. Et c'est quand même une idée que je trouve beaucoup plus intéressante que la mise en place d'applications qui vont nous dire à notre place pour qui voter. Mais par contre, c'est sûr que ça demande un peu plus de travail, hein. C'est quelque chose quand même, enfin c'est un travail de fond. Mais pour moi, c'est vers ce type de réforme de fond qu'il faut aller et non pas, voilà, faire une application ou simplement obliger les gens à aller voter. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont un peu faciles et puis qui sont pas efficaces sur le fond, hein, sur, encore une fois, le lien entre les citoyens et leur politique. Mais à toi de me dire en commentaire ce que toi tu en penses. C'est une question qu'on peut te poser hein, dans le cadre d'un concours. Donc je t'invite quand même à y réfléchir. Et enfin, un dernier article sur la Gazette, toujours à propos des municipales, hein, c'est un peu le gros sujet de la semaine. Et là, le sujet, c'est avec ce succès des écologistes dans beaucoup de grandes villes, on peut s'attendre, nous dit ce sociologue, à un tournant dans les politiques de sécurité. C'est vrai que les maires hein, qui sont fraîchement élus sont pas attendus que sur le côté écologique, bien sûr, hein, même s'ils ont cette étiquette. Ils sont attendus sur de multiples sujets, et dont la sécurité, qui n'est pas forcément le sujet où on les attend le plus, comme ça, quand on pense aux Verts. Et en dehors des considérations partisanes qui nous intéressent pas trop ici, l'idée c'est de savoir ce qu'on va avoir de nouveau en fait dans certaines villes et notamment des grandes villes, puisqu'on a quand même des retours liés au programme qui était clairement dit, hein, qui était clairement mis en avant par ces candidats. Et on voit, enfin le sociologue en tout cas en question nous explique qu'il y a quand même une rupture, alors quoi qu'on en pense, hein, en bien ou en mal, avec les politiques jusque-là effectuées pour justement ces polices municipales, où en gros ce qu'il nous dit c'est que traditionnellement il y avait une vision de la police municipale comme une extension de la police nationale, même si l'employeur n'est pas le même, il y avait comme ça une espèce de continuité des différentes polices, alors que là les Verts, ce qu'ils proposent en tout cas dans les grandes villes, c'est d'avoir un peu sur le modèle européen, enfin en tout cas dans d'autres pays européens, une police qui part en fait des besoins de la population et qui en gros se rapproche un peu des associations locales, des collectivités locales voisines, bref, de changer un peu en fait l'écosystème au lieu de voir ça comme un espèce de prolongement de la police nationale, du préfet, etc. C'est-à-dire vraiment du versant purement sécuritaire de notre système actuel, de basculer plutôt vers quelque chose de plus local, avec plus de dialogue en fait entre les différents acteurs locaux, dont la police municipale. Donc il y aurait une espèce d'insertion de cette police municipale avec donc les différents acteurs. Si la question t'intéresse, je te laisse aller voir l'interview parce que bon, elle est assez longue. Il parle aussi notamment un petit peu plus loin dans l'interview des armes. Voilà, est-ce qu'il faut avoir une police municipale armée ou pas? Bon, lui, grosso modo, il dit que non. C'est vrai que c'est un point de tension entre différents politiques, hein, même au niveau local. On voit bien qu'il y a vraiment différentes réponses à cette question. Certains qui disent non, non, il faut vraiment les armer parce que les pauvres, ce sont des cibles sur pied. Donc effectivement, c'est un argument qu'on peut comprendre. Et de l'autre côté, des gens qui disent non, statistiques à l'appui, dans d'autres pays où les polices municipales ne sont pas armées, il y a moins de violence. Donc si cette question t'intéresse, je t'invite évidemment à aller lire cette interview. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude. Si tu veux aller plus loin, je te laisse aller voir sous la vidéo dans la description. Le premier lien en fait c'est pour t'inscrire à ma newsletter où tous les dimanches j'envoie un édito. Donc soit en relation avec l'actu de la semaine, soit quelque chose d'un peu plus de fond on va dire. Mais dans tous les cas, tu auras toujours un petit truc à grignoter dans cet édito pour ton concours. Voilà, je te remercie pour ton attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!